Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce premier webinaire de l'année, au cours duquel donc Loïc va vous exposer, vous abordera le vaste sujet du Cloud Act. Je prendrai ensuite à nouveau la main sur la présentation pour discuter un petit peu plus amplement de Kiwi Backup et de sa solution de sauvegarde. Donc, au préalable, avant de laisser la main donc à Loïc, je souhaiterais simplement m'assurer que vous visualisez bien l'écran et que vous n'avez pas de soucis au niveau du son. Donc, si vous pouviez nous faire un retour, voilà, ça nous permettrait de pouvoir commencer le webinaire dans de bonnes conditions. Voilà. Très bien. Donc, les retours que nous avons sont positifs. Donc, je vais laisser la main à Loïc, voilà, qui donc participe et à son premier webinaire. Bienvenue dans la boucle. Je vous laisse entre de bonnes mains. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien la caméra. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le Cloud Act et notamment les impacts sur vos données personnelles. Le webinaire se fera en 4 parties. Premièrement, une définition du Cloud Act et notamment des dates qui ont permis d'arriver jusqu'à ce Cloud Act. Dans une deuxième partie, pourquoi le Cloud Act pose problème d'un point de vue de la justice et d'un point de vue déontologique, puis comment vous protéger par rapport aux menaces qu'apporte le Cloud Act. Et pour finir, donc quatrième partie, c'est comment nous, Kiwi Backup, on répond à cette problématique. Et pour ça, je donnerai la main à ma collègue Stéphanie. Concernant la définition et l'origine du Cloud Act, on va passer sur plusieurs lois qui sont importantes. Tout d'abord, donc le Store Communication Act, le Patriot Act, la Convention de Budapest, le RGPD, puis, pour finir, au Cloud Act. Concernant le Store Communication Act, il s'agit d'une loi qui a été instaurée en 1986 et qui fait suite au 4e amendement aux États-Unis. Aux États-Unis, le 4e amendement, c'est un droit qui protège donc les personnes physiques et la vie privée des applicants. Cependant, avec l'arrivée d'Internet et des fournisseurs d'accès, Il n'a plus le son. Sébastien n'a plus le son. Fabrice, il a toujours pas reçu ton mail, hein, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est à nouveau bon? Alors, est-ce que le son est à nouveau opérationnel? On nous a noté comme quoi le son n'était pas. C'est plus bon? Ok, d'accord, c'est à nouveau fonctionnel. Ok. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Donc, je venais à vous parler de la loi de 86, le Store Communication Act. Je ne sais pas où je me suis arrêté niveau son. Pour reprendre, ça fait suite au 4e amendement, qui est un droit qui protège la vie privée des personnes résidentes et personnes natives des États-Unis. Cependant, elle protège les personnes et non les lieux. Ce qui s'est passé avec l'arrivée des fournisseurs d'accès Internet, c'est que il n'y avait pas forcément de règles par rapport à ça. Donc, cette loi-là, elle permet donc de mettre des règles sur les fournisseurs d'accès Internet et notamment, elle demande aux États-Unis d'obtenir une injonction pour pouvoir donc regarder des données aux États-Unis dans les fournisseurs d'accès Internet. Le deuxième point qui est important au niveau de la date, c'est le Patriot Act. Le Patriot Act, c'est une loi qui a été réalisée juste après les attentats du 11 septembre dans la précipitation. La loi vise donc à renforcer et à être plus rapide lors d'une enquête relative à des actes de terrorisme et elle permet aux agences donc d'obtenir des informations, que ce soit donc dans les fournisseurs d'accès Internet ou d'accès cloud qui se situent en dehors des États-Unis tant que les entreprises sont aux États-Unis. Et ça, ça a été mis en place le 25 octobre. La loi devait de base être régie dans le temps pendant une durée de 4 ans. Cependant, cette loi, elle a été souvent renouvelée. Tout d'abord en 2005
la loi a été rendue permanente pour 14 mesures sur les 16. Il y a seulement 2 mesures qui n'ont pas été rendues permanentes. La première, c'est donc les écoutes téléphoniques et les accès aux fichiers personnels, notamment les emprunts dans les bibliothèques. Ces 2 mesures, elles ont été souvent prolongées, d'une part en 2006, après en 2011, puis en 2015 par Barack Obama. Et ça, on le verra après, mais le Patriot Act, c'est un des prémices justement donc, du Cloud Act. En novembre 2001, donc également un peu après les attentats du 11 septembre, la Convention de Budapest a été signée. Cette convention, c'est le premier traité international sur les infractions pénales commises sur Internet. Et il y a donc beaucoup de pouvoirs et de procédures qui sont notés. Est-ce que vous voyez toujours les slides? On a un petit souci au niveau. C'est toujours le même. Justement, la première, ouais, ça ne s'est pas affiché. Ça n'a pas déroulé. Ah, oui. Je suis désolé, petit souci technique. Donc, je revenais donc à la convention donc, de Budapest, qui est une convention qui a été signée le 23 novembre 2001 par 63 pays et qui fait également suite aux attentats du 11 septembre et qui permet donc de gérer les infractions pénales commises sur Internet. Concernant cette convention de Budapest, elle inclut un MLAT, donc Mutual Legal Assistance Treaty. Et un MLAT, ça permet quoi? Ça permet de réaliser une demande d'accès aux données par la voie diplomatique. Donc, un État qui va avoir accès à une donnée dans un autre État d'un citoyen doit faire une demande. Cette demande, elle prend entre 6 mois et 1 an. Donc, c'est une procédure qui est quand même assez longue. À savoir que cette convention, elle a été donc validée par les États-Unis seulement en août 2016, donc 15 ans après la réalisation de la convention. On arrive maintenant à l'avant-dernière date importante, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Le RGPD, il a été donc voté le 27 avril 2016, mis en application le 25 mai 2018, et il a pour but d'harmoniser la gestion donc, des données dans l'ensemble de l'Union européenne, que ce soit pour les entreprises de l'Union européenne, mais également pour les entreprises hors Union européenne qui traitent des données pour les personnes donc, qui résident dans l'Union européenne. Justement, ce RGPD, il est important, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On va le voir après, il est en contradiction avec le Cloud Act et il a été notamment évoqué lors de l'affaire Microsoft entre les États-Unis et Microsoft pour le Cloud Act. J'y reviendrai dans 2 slides. On arrive maintenant au Cloud Act qui a été adopté le 23 mars 2018, donc le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Donc cloud ne signifie pas nuage dans cette loi-là, même si on pourrait le confondre. Et ça vise à faciliter l'accès par les autorités américaines aux données stockées à l'étranger, dans le cadre, cette fois-ci, d'une procédure judiciaire. Procédure judiciaire, ça peut être tout ce qui est stupéfiant, pédopornographie, blanchiment d'argent, etc. Au niveau le Cloud Act, ça a été adopté donc, dans le cadre de la Finance Approbation Act en 2018 et ça concerne l'ensemble des données. C'est-à-dire que ça concerne aussi bien des métadonnées, donc par exemple qui vous avez appelé à quelle heure, mais également le contenu. Donc c'est carrément le contenu, mais cette fois-ci, de l'appel avec cette personne. Au niveau de Cloud Act, pour que les États-Unis puissent donc regarder les données et avoir accès aux données, il faut passer par un sheriff warrant, qui est beaucoup plus rapide qu'avant avec le MLAT, donc le Mutual Legal Treatment. Et il y a 2 solutions. Soit la personne pour qui on prend les données donc, est informée, soit on ne lui dit pas. Forcément, la deuxième option est
l'option la plus choisie. Ce Cloud Act il fait suite à une procédure avec Microsoft qui a duré plus de 5 ans. En 2013, le FBI a demandé à Microsoft, qui avait donc un serveur en Irlande, d'accéder justement à des données qui résidaient dans ce serveur suite à un trafic de stupéfiants. Dans une première instance, Microsoft, ils ont refusé parce que pour eux, justement, le serveur donc n'est pas aux États-Unis, donc ça n'a rien à voir avec justement donc les lois en vigueur. Et ils ont seulement donné à Microsoft, aux États-Unis, les informations qui étaient donc hébergées aux États-Unis. Après ça, il y a eu donc un procès à plusieurs reprises où à chaque fois donc Microsoft a gagné le procès. Puis en troisième instance, elle n'a pas pu être finie cette instance. Pourquoi? Parce que pour outrepasser la justice, Donald Trump et les États-Unis ont décidé donc d'adopter le Cloud Act le 23 mars 2018. Et donc là, la Cour suprême, elle a justement clos le dossier vu qu'il n'y avait pas après de recours possible. Et donc les États-Unis ont pu avoir accès à ces données en Irlande. Et donc c'est de là que vient le Cloud Act. Pour résumer rapidement le Cloud Act, on le voit ici avec une infographie d'Exatrust. On a donc une entreprise française qui développe un CRM. Si le data center est dans l'Union européenne, au final, les autorités américaines n'ont pas accès aux données. Mais si donc, il s'agit d'un fournisseur de services américain ou que le serveur donc, est aux États-Unis, les autorités américaines peuvent avoir accès aux données. J'ai mis ici, alors je vous enverrai les slides et le replay après le webinaire, où vous pourrez donc cliquer et voir la définition complète du Cloud Act sur une quinzaine de pages. On va maintenant passer à la partie 2. Pourquoi le Cloud Act pose problème sur 2 points. Tout d'abord, donc, porte-à-faux avec la justice et dans un deuxième point, porte-à-faux avec la déontologie. Sur le porte-à-faux avec la justice, le premier point, c'est qu'il y a une procédure législative très courte. Alors, on me dit que le son n'est toujours pas bon. Plus de son. Pardon. Alors, désolé. Alors. Le son est bon. Ah, tu m'as confirmé que c'était OK. OK, c'est bon. D'accord. Merci. Le son est bon. Ouais. Donc, on a une procédure législative très courte, vu que le Cloud Act il a fait l'objet d'aucune audience au comité ni à la Chambre du Sénat, et il a été également donc décrié par la Cour suprême. Lors de procès avec Microsoft, la Cloud Act avait été évoquée avant donc son écriture et son approbation, et la Cour suprême avait noté que justement ce Cloud Act était contraire aux bonnes lois, et également donc il était totalement contraire au RGPD. On va le voir un peu après également. On note en deuxième point une compétence extraterritoriale qui est décriée. Les organismes justement chargés de l'application de cette loi ont une compétence illimitée sur l'ensemble des données tant qu'il y a un fournisseur donc, de services américain. Et donc c'est une compétence donc, qui est assez préoccupante pour le Parlement européen. Je peux vous lire ici ce que le Parlement européen a noté. Étant les compétences des services répressifs américains et étrangers en leur permettant de cibler et d'accéder aux données des personnes au-delà des frontières internationales sans recourir aux instruments d'entraide judiciaire, donc le MLAT, qui eux prévoient des garanties appropriées et respectent les compétences judiciaires des pays sur le territoire desquels l'information est stockée. Donc on voit bien que il y a donc un souci et que justement le Parlement européen n'est pas d'accord avec cette loi. Justement, la loi du Cloud Act, elle est en conflit avec les lois européennes. Tout d'abord au niveau donc
des droits qui est fixé par la Cour européenne, car il n'y a pas de notification qui est donnée à la personne où ces données donc, sont prises, mais également parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont garder les données, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec ces données, quel type de données ils prennent. On est vraiment assez flou là-dessus, et c'est pour ça que c'est justement pas gérable avec l'Union européenne. Et justement, on en vient au cas du RGPD, où il y a ici donc, une contradiction avec le Cloud Act sur plusieurs points. Tout d'abord, l'article 48, qui est fondé sur un accord international, alors que pour le Cloud Act, il n'y a eu aucun accord international, c'est juste une décision de Donald Trump et de ses équipes. Et également donc, par l'article 49, où l'article 49 dit que chaque personne devrait être informée des risques par rapport à leurs données, alors que là, comme je vous l'ai dit avant, on ne sait pas du tout quels seront les risques possibles. C'est assez flou par rapport à ça. Dernier point sur pourquoi le Cloud Act pose problème, c'est un porte-à-faux avec la déontologie et les bonnes mœurs. Dans un premier temps, c'est la violation du secret professionnel entre avocats et clients. Il n'y a pas beaucoup d'articles qui en parlent, mais c'est assez intéressant. Le secret professionnel entre avocats et clients, c'est vraiment donc évoqué dans tous les codes de déontologie. C'est quelque chose qui est nécessaire à justement la profession. Et si justement les États-Unis, avec le Cloud Act, peuvent avoir accès à à ce qui se dit donc entre avocats et clients, ça court-circuite totalement donc les bonnes affaires des cours judiciaires, ce qui n'est pas le but. Après, on a également donc avec la déontologie sur les données de santé. Depuis avant 2016 avec l'agrément, depuis 2016 avec la certification, un hébergeur qui héberge des données de santé est censé donc passer donc une certification HDS et respecter donc le RGPD. Alors que d'un côté, le Cloud Act ne respecte pas le RGPD et également l'aspect HDS. Ce qui est problématique que ce soit pour un infogéreur comme nous, qui sont certifiés HDS, ou encore un hébergeur. La dernière slide, au niveau de pourquoi ça pose problème, c'est une possibilité de dérive. Alors ça, c'est un peu imaginer ce qui pourrait se passer. On peut penser qu'il puisse y avoir un risque d'erreur sur la personne ciblée. On ne sait pas également si maintenant vous allez prendre vos données à Monsieur Dupont, est-ce que également Monsieur X ou Monsieur B, par exemple, qui sont donc conjoints à cette personne, ont également leurs données donc prises par le Cloud Act. Et après, derrière, c'est un risque d'espionnage industriel et d'autres dérives. On a pu voir ça récemment avec l'affaire Snowden, Prism, etc. Donc ça, c'est à voir. Dernière partie, avant de passer plus à Kiwi, en quoi Kiwi répond à Cloud Act, c'est comment vous protéger. Alors, il y a plusieurs manières de vous protéger. Plusieurs sont théoriques et une est réelle. Tout d'abord, vous avez un recours donc, théorique qui est la contestation. Un fournisseur de services cloud, il peut donc contester devant la justice américaine pendant 14 jours si les informations donc, créent une violation avec donc, le gouvernement du fournisseur de services cloud, par exemple l'Irlande ou l'Allemagne. Ça pose, je pense, notamment plus de problèmes dans les pays au Moyen-Orient, notamment en Iran ou autres. Après, on n'a pas derrière d'informations si justement ces requêtes-là aboutissent ou pas. Ça, on n'a pas d'informations pour le moment là-dessus. Au niveau du Cloud Act, on communique très peu sur des chiffres réels. L'autre cours théorique, c'est l'executive agreement. Il est possible justement de créer ce qu'on appelle des accords bilatéraux entre deux pays pour justement régir les règles du Cloud Act et que on puisse trouver un accord entre un pays X et un pays Y. Actuellement, il y a seulement donc l'Angleterre
qui a signé un accord avec les États-Unis. Je vous ai mis un lien donc, sur le bouton, vous pouvez voir quand le replay, le PDF sera disponible, où ça explique un peu donc l'agrément, qui rajoute également plus de lois au niveau de l'Angleterre et qui est très, très complexe et très intéressant à lire. Actuellement, il y a d'autres pays qui sont en négociation avec les États-Unis, dont la France, l'Union européenne, l'Allemagne, par exemple, l'Espagne également. Mais depuis 2 ans, il n'y a rien qui a vraiment été signé et aucun accord n'a été trouvé. Dernier recours théorique, c'est le chiffrement des données. Au niveau donc de la loi du Store Communication Act en 1986, il était noté que les clés de cryptage n'étaient pas demandées quand on demandait justement des données. Maintenant, on ne sait pas si justement lors d'une procédure, les fournisseurs de services cloud, ils fournissent quand même les clés ou non, mais ça permet pour être prévenant de se protéger, de choisir justement donc de chiffrer donc vos données. Et pour finir, comment réellement se protéger? Comme je l'ai expliqué, c'est choisir une solution cloud qui est européenne, avec des data centers en Europe, pour justement ne pas être soumis donc, à la loi américaine, et de préférence choisir un fournisseur de services cloud français pour encore mieux se prémunir. J'ai fini maintenant ma partie. Avant de laisser la main à Stéphanie qui vous expliquera comment Kiwi répond à cette problématique, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Une question concernant justement l'HDS. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est un hébergement données de santé. Au niveau des données de santé, c'est considéré par la CNIL comme des données à caractère sensible et il faut se soumettre à certaines règles bien précises si on veut soit donc héberger ces données ou même être infogéreur comme Kiwi Backup qui on a passé donc la certification il y a peu, on l'a reçu il y a 2 jours, peut-être les premiers à le savoir. Et donc au niveau de l'HDS, ça inclut notamment de passer certains ISO comme l'ISO 27001 et c'est contraire au Cloud Act. Voilà. Alors j'ai pas d'autres questions, je vais donc laisser la main à ma collègue Stéphanie et si vous en avez d'autres, je pourrai toujours répondre à côté. Merci. Voilà, alors je vais juste un petit peu ajuster parce que Loïc est plus grand que moi. Voilà, pour revenir dans la case. Merci Loïc, c'est très clair, très précis. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Loïc est juste à côté de moi et donc il pourra y répondre directement voilà, pour les différents points. On les reprendra ensuite dans un second temps. Alors, à présent, donc, moi je vais vous expliquer comment est-ce que Kiwi Backup répond à la problématique du Cloud Act. Donc vous avez bien compris que le point essentiel concerne le lieu du fournisseur et également le lieu d'hébergement des données. Donc de manière très simple et très naturelle, comment est-ce qu'aujourd'hui Kiwi répond à cette problématique? Tout simplement parce que les bureaux de Kiwi Backup sont situés en France, et notamment donc, en Alsace et à Mulhouse, que nos données sont hébergées chez un hébergeur français, sur des data centers, donc OVH, et dans des data centers qui sont en France, c'est-à-dire répartis sur Roubaix, Gravelines et Strasbourg. Donc ceci tout aussi bien pour la solution Kiwi Cloud, donc pour la sauvegarde des données classiques, que pour la solution Kiwi Santé, donc bien sûr dans les data centers qui ont la certification HDS. Voilà. Donc, quelques informations un petit peu génériques également sur Kiwi Backup. Dans quelle mesure est-ce que Kiwi Backup peut répondre à vos besoins? Donc, on a différents points. Sur ce premier slide, donc, on voit les 3 points principaux, la sécurité, la simplicité de la solution, le gain de temps aussi qu'apporte une solution de sauvegarde automatique et externalisée. Donc, bien sûr, le fait que d'un point de vue sécurité, les sauvegardes sont hébergées en France, que c'est bien sûr conforme au RGPD, bien entendu,
que le Kiwi Backup donc, a un chiffrement des données pendant le transfert et également au niveau du stockage, et que l'on propose un historique de 90 jours, c'est-à-dire de pouvoir remonter sur une version du fichier sur cette durée. Simplicité d'utilisation et de mise en place de la solution Kiwi Backup, qui est une sauvegarde automatique et quotidienne. L'utilisateur est parfaitement autonome dans ses restaurations, donc il peut les faire à tout moment du jour ou de la nuit, du lundi au dimanche. Ensuite, possibilité donc de partager un espace de sauvegarde. Pourquoi est-ce que Kiwi Backup est un gain de temps? Tout simplement parce que c'est un paramétrage qui est intuitif. Vous n'avez pas passé 2 heures à faire le paramétrage de votre sauvegarde. Les utilisateurs ont également la possibilité d'avoir accès à une interface d'administration centralisée pour visualiser l'ensemble du parc machine, de pouvoir voir très facilement sur le tableau de bord et grâce aux notifications si telle ou telle machine n'a pas sauvegardé. Et dans la mesure où on est toujours dans un souci d'optimisation de notre solution grâce à l'incremental block, la déduplication à la source, nous avons toujours un sujet qu'il n'y a pas de ralentissement de l'activité pendant la sauvegarde. Voilà. Donc Kiwi Backup répond également par une maîtrise du budget, à savoir que c'est un contrat qui est donc annuel avec une facturation mensuelle, trimestrielle au volume source. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de faux frais, il n'y a pas de frais d'installation, il n'y a pas de frais de licence ou quoi que ce soit. Et bien entendu, élément très important, on joue leur proximité, même si aujourd'hui beaucoup de choses se font par téléphone ou bien par prise en main à distance. Il y a bien sûr un suivi tout aussi bien au niveau technique avec Morgane qui est au support. Également au niveau du développement, on est toujours à votre écoute pour accueillir vos demandes de nouvelles fonctionnalités. Et après, d'un point de vue commercial également, où je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, je vous propose à présent de voir quelques interfaces qui vous permettront de visualiser notamment la nouvelle version de Kiwi Backup, nouvelle qui est quand même en place maintenant depuis, on va dire, quelques mois, V4. Donc, l'interface utilisateur, qui bien sûr, pour les partenaires qui sont présents avec nous aujourd'hui, est personnalisable à votre couleur, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir le logo Kiwi, vous pouvez très bien avoir votre logo à vous. Voilà. L'interface d'administration, donc c'est justement l'interface qui vous permet de visualiser l'ensemble des machines qui sont dans votre espace. Donc vous avez ici, notamment au niveau des widgets, possibilité de visualiser le volume que vous occupez. Donc par exemple ici on voit qu'on a un espace de 300 Go et il y a 1,795 Go qui sont utilisés. On a le nombre de contrats qui sont enregistrés dans son espace, que l'on visualise également ici au niveau du tableau, 1 et 2. Les machines qui sont en alerte, avec toujours un code couleur. Et donc là, on n'a pas de machine en cours de sauvegarde. Voilà. Et donc sur cet écran, on peut vraiment visualiser quelles sont les machines sur lesquelles il faut porter attention, c'est-à-dire notamment celle qui est en rouge avec 9 jours de non-sauvegarde et celle qui est en vert un petit peu plus clair à 3 jours de non-sauvegarde. Autre élément donc, qui est important, c'est la possibilité d'avoir une gestion simplifiée des contrats et des postes, à savoir que dans votre espace global, vous pouvez créer différents contrats, donc soit un contrat par exemple pour un partenaire, pour un éditeur de logiciels, ça peut être par exemple un client, et à l'intérieur de ce contrat, enregistrer l'ensemble des machines de ce client final. Pour, au contraire, une collectivité, pour une entreprise, il est tout à fait possible de prévoir un volume global à répartir éventuellement auprès de différents services. Le service communication, le service, par exemple, comptabilité. Et de même, de pouvoir enregistrer là où les machines qui font partie de ces services. Voilà. Tel que je vous disais précédemment, en parallèle donc, de l'interface d'administration, vous réceptionnez bien entendu des notifications quotidiennement pour vous indiquer si la sauvegarde s'est bien passée. Donc ces notifications peuvent également être estampillées à vos couleurs. Et on a également on joue également sur le côté visuel, à savoir que s'il y a une sauvegarde qui ne se fait pas, le mail est en rouge, et une sauvegarde qui est avec succès, à ce moment-là, le mail est en vert. Voilà. Donc c'était une présentation très rapide pour finaliser un peu ce webinaire qui était vraiment ciblé sur la partie Cloud Act. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions, si au niveau des
de l'information. Donc Loïc me fait signe. Oui, Oui. il y a une question. Donc je vais le laisser prendre la main. Alors, je me permets, donc j'ai reçu une question, j'ai déjà répondu personnellement, mais je préfère le faire tout le monde, ça peut être intéressant, qui demande donc que se passera-t-il quand le Cloud Act entre en conflit avec le RGPD de une procédure. Alors c'est là où justement on a un gros souci au niveau de la loi, c'est que on ne sait pas justement qu'est-ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, on a une procédure qui permet de contester 14 jours après la demande maximum, donc la demande en question. Mais après, de là, donc qu'est-ce qu'il se passe? On n'est pas au courant derrière. On a certaines informations, mais qui est très très faible. On sait par exemple que Amazon Web Services, ils ont eu 20 cas en 2019 au niveau du Cloud Act. Ils en ont contesté une dizaine, mais après sur les cas qui ont été contestés, qu'est-ce qui est devenu par rapport à ça? Et on n'a pas de voilà, ouais, jurisprudence, on n'a pas de retour malheureusement là-dessus. Je précise encore également quelques petites choses. À la fin donc du diaporama, j'ai rajouté donc 3 slides de sources que j'ai utilisées pour faire cette présentation-là et qui peut être également utile pour vous pour approfondir encore le sujet, qui est très vaste. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on pourra terminer sur ce webinaire. Donc, non. Merci d'avoir été présent. J'espère que la présentation a été claire et synthétique pour tout le monde. Et vous retrouverez, comme j'ai dit, donc le webinaire en replay et également avec les slides. Merci beaucoup. Au revoir.